Salut Kanmaktavish, la dernière fois, on a vu l'organisation sociale des Mohicans, leurs coutumes, leurs rencontres avec les Blancs et de fil en aiguille, les premiers échanges. Je t'ai laissé en plein milieu de la guerre de 1624 contre les Mohawks. Tu sais, c'est la bataille de Cure-Dent qu'on voit à la fin de l'épisode. Et si tu l'as pas vu, vas-y, cours-y, tu vas voir. C'est court mais c'est intense avec des effets spéciaux incroyables. Les Mohawks, ils voyaient d'un mauvais œil le développement économique des Mohicans. Donc aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi cette tribu, les Mohicans, malgré une domination apparente, elle a disparu. Depuis 1624 et le début de la guerre, les Mohicans, ils écrasent littéralement les groupes de guerre Mohawks, jusqu'à même les repousser et les combattre sur leur propre territoire. En 1626, pour en finir et surtout maintenir le commerce, les Hollandais, ils décident de s'engager avec les Mohicans. Et ils lancent une expédition conjointe. Eux, de leur point de vue, de toute manière, c'est les Mohicans qui vont gagner. Donc c'est juste un moyen de dire, regardez, on vous a soutenu pendant votre guerre, on est copains. L'objectif de l'expédition conjointe, c'est de forcer les Mohawks à céder en tuant leur chef si besoin. Alors il n'y a pas trop de détails sur ce qui va suivre, donc je vais un peu extrapoler cette bataille. Je vais te la décrire telle qu'elle a pu se passer. Donc la bataille animée que je vais te proposer là, c'est une reconstitution fictionnelle. Prends-la bien comme ça. Les chiffres des armées engagées, c'est une évaluation possible en fonction des forces en présence à l'époque et surtout de l'impact stratégique qu'a eu cette bataille sur la suite de l'histoire. Je vais me faire piquer à l'oreille. Mais là encore, concernant les chiffres, j'ai rien du tout décrit. Donc prends tout ça avec des méga pincettes, c'est de la supputation, j'adore ce mot. Le contingent composé de 700 guerriers mohicans, du chef Monemin et de 20 Hollandais marche vers le village principal des Mohawks. Comme les Mohicans, c'est un village fortifié entouré d'une palissade. Les Mohicans, ils sont confiants, ils sont en train de remporter la guerre, ils sont plus nombreux et en plus, ils sont épaulés cette fois par les Hollandais. Donc ils sont armés d'arquebuses les Hollandais quand même, avec des tactiques de guerre dites modernes, et une science de la logistique. Arrivés en vue du village iroquois, sous l'impulsion des Hollandais, les Mohicans ils organisent l'encerclement du village. Monemin, qui a l'habitude d'être en tête avec ses guerriers, n'écoute pas les injonctions du commandant hollandais à rester en arrière. Pour un Européen, à l'époque, la guerre elle se pilote depuis une tente de commandement ou sur une colline avec une espèce de longue vue pour voir les soldats de loin, Mais pas pour un Mohican. L'honneur au combat, c'est ce qui sépare un chef d'un simple guerrier. Et Monemin, c'est pas un simple chef, c'est le grand sachem des Mohicans. Alertés depuis des lieux par leurs éclaireurs, les Mohawks sont désespérément retranchés derrière leur palissade. Ils sont entre 200 et 400 hommes, dont le chef de ce village. Soudain, Monemin, d'un puissant cri de guerre, lance le signal d'attaque. L'étau se resserre, les flèches pleuvent en direction du village. On entend les premiers cris des victimes blessées. De leur côté, les Hollandais, ils ouvrent le feu avec leurs arquebuses. Ils visent les fins écarts qu'il y a entre les troncs des palissades, blessant quelques civils à cause des éclats de bois ou des ricochets des balles. Quelques flèches sont tirées depuis l'arrière des palissades par les Mohawks, mais la résistance est anormalement faible. Monemin, il se demande même si le village n'est pas uniquement gardé par des vieillards ou des enfants. Quand tout à coup, les Mohawks répliquent. Des centaines de têtes plumées sortent soudainement du haut de la palissade, armées d'arquebuses, et ils ouvrent le feu sur les Mohicans quasiment à bout portant. Le choc de la surprise est total. Alimenté par un commerce parallèle, les Mohawks sont tous équipés de fusils hollandais, contrairement aux Mohicans qui se battent avec arcs et flèches, dont quelques fusils seulement prêtés par les Hollandais. Ni une ni deux, Monemin il leur donne l'assaut général. Il faut rentrer dans le village et tuer les Mohawks au corps à corps avec une agilité déconcertante. Tous les guerriers mohicans escaladent la palissade et entrent dans le village tomahawk à la main. Aussitôt, les Mohawks ils lâchent leurs fusils et se lancent au corps à corps. Pendant ce temps-là, à l'extérieur, les Hollandais qui continuent à tirer, ils voient un groupe de guerriers surgir à l'ouest pour prendre à revers les Mohicans. C'est une catastrophe. Leurs arquebuses, elles crachent des dizaines de balles et éclaircissent les rangs des Indiens qui sont encore un peu à l'extérieur. Et dans le village, c'est pas mieux, c'est un bain de sang. Mais les Mohawks, ils ont l'avantage. Monemin, blessé d'une flèche dans l'épaule, il se bat comme un lion contre deux guerriers plus jeunes et agiles que lui. Il tue le premier. Le second lui entaille gravement le bras. Mais Monemin parvient à fracasser son tomahawk sur le jeune crâne et le Mohawk il s'effondre raide mort. Une douleur irradiante suivie d'un bruit de coup de feu transperce sa poitrine par l'arrière. Un Mohawk vient de tuer Monemin, le chef des Mohicans, d'une balle d'arquebuse. La suite de la bataille, c'est une vraie boucherie, c'est la débandade. Les Hollandais ils sonnent la retraite, ils quittent le champ de bataille. Les Mohicans ils fuient en désordre avec des pertes considérables.
Et cette défaite, elle marque le début de l'âge d'or des Iroquois, dont font partie les Mohawks. Après cette débâcle, les Hollandais s'empressent de signer la paix avec les Mohawks et une partie de Fort Orange est évacuée par crainte des représailles. Petite parenthèse sur l'arquebuse, c'est un peu l'ancêtre du mousquet, et ce sera même un temps utilisé en parallèle de son arrivée au mousquet, quoi. En vrai, l'arquebuse, c'est un peu une arme infernale, mais pas infernale dans le sens dévastatrice, plutôt dans son utilisation. Alors déjà, il faut savoir que le bousin, dans ses premières versions, vers 1450, il pèse entre 5 et 9 kg. Bon truc, tu vois. Il faut un forquin qui est une sorte de fourche pour la poser et viser avec. Ensuite, vers 1515, tiens, c'est quoi 1515, tu te rappelles? 1515, on l'a tous vu au collège. Vas-y, dis-moi dans les commentaires. Ne triche pas, dis-moi pas de Google, pas de conneries. Eh oui, monsieur, là, vous avez perdu. Alors vous perdez 100 francs, ça nous a fait plaisir, vous venez quand vous voulez. Merci et à demain si vous le voulez bien. Vers 1515, l'arquebuse, elle est progressivement allégée, 4 à 5 kg quand même, et réduite en longueur pour pouvoir l'épauler. Ça tire une petite balle de plomb d'environ 25 grammes, toutes les 1 à 2 minutes selon le tireur. C'est une arme à poudre noire, donc on met la poudre dans le canon, on bourre avec du papier, on met la balle, on bourre encore avec du papier, et on rajoute un peu de poudre noire dans le bassinet pour être sûr que ça passe jusqu'à la poudre dans le canon, quoi. Ensuite on allume la mèche, on s'assure qu'elle a bien pris, et enfin on peut tirer. Donc, tu vois, c'est long quand même comme truc. Et en plus le tir il foire 1 fois sur 5, les balles elles sont rondes avec des canons qui ne sont pas encore rayés à l'époque, donc avec l'effet Magnus, tu touches pas grand chose, et la portée effective est d'environ 50 mètres. Voilà, c'est pas ouf comme truc. À côté de ça, les Amérindiens ils pouvaient tirer jusqu'à 12 flèches à la minute pour les meilleurs archers, ce qui fait à peu près une flèche toutes les 5 secondes. C'est pas mal comme truc. Mais l'avantage de l'arquebuse, il est avant tout psychologique. Non, qui se passe dans la tête. Ouais, je vois ce qu'il veut dire. Psychologique. Non, psychologique, c'est tout ce qui est à la campagne, non? La poudre noire, ça fait énormément de fumée blanche qui couvre rapidement le champ de bataille s'il y a un peu de vent, quoi. Créant confusion, peur et démoralisation chez les guerriers amérindiens. En plus de ça, le bruit, il est assourdissant pour des hommes qui n'ont pas l'habitude dans la nature d'un tel fracas. Je pense que c'était terrorisant comme truc. Et bien souvent, à bout portant, ça stoppe net un homme, avec des blessures qui ne guérissent pas avec la médecine tribale de l'époque. Et pour finir, pour couronner le tout, les Européens, dans les années 1600, ils portent encore bien souvent des armures dans les combats, qui les protègent des flèches. Du coup, la fumée, le bruit, les impacts, l'invincibilité apparente, ça fait beaucoup d'éléments troublants pour les Amérindiens. Donc voilà, je referme la parenthèse de l'arquebuse. Après cette très grosse défaite et la perte de leur grand sachem, et les Mohicans, ils sont très diminués. Le coup de grâce ne tarde pas à arriver, il est donné lors de la guerre de 1628, donc vraiment pas longtemps après. Écrasée par les Mohawks, la tribu, elle est repoussée vers les extrémités de son territoire. Mais la vie reprend lentement son cours, elle se réadapte. Les Mohicans restant quand même une tribu importante en termes d'effectifs, et elle est encore aujourd'hui considérée par les Iroquois comme des frères, jamais vassalisés, contrairement à ce que certains observateurs ont pu en dire. Le commerce de fourrure redémarre avec l'arrivée de marchands anglais qui font baisser les prix, poussant les Indiens à chasser toujours plus. À partir de 1640, les territoires de chasse y sont vides. Les castors quasiment tous exterminés jusqu'au dernier. Plus aucune tribu n'arrive à fournir la demande européenne. C'est le début des guerres d'expansion. Les Iroquois, ils attaquent et exterminent violemment des tribus de leur côté. Les Mohicans, eux, ils s'emparent des territoires laissés vides par les ravages d'épidémies de variole ou encore vassalisent des petites tribus mineures comme par exemple les Wesquesgeek. Alors quand je dis vassalisent, ça veut dire qu'ils s'imposent militairement et ils prennent un ascendant politique. C'est comme si ces tribus intégraient un peu leur territoire, quoi. Les Mohicans, ils sont officiellement armés de fusils à partir de 1640. Et fin d'année 1643, une paix est signée à Fort Orange. Les Mohicans étant les représentants des tribus Escuyas, Waping, Wesquesgeek, Sinti. Il faut l'abattre ou quelque chose! Sintinsing, ça me facile à dire, Kishtawank. On pense qu'ils exerçaient un certain contrôle politique sur ces dernières. Je te mets dans de la tribu parce que je n'y arrive pas.
Politiquement, les Mohicans, ils sont alliés des Mohawks, mais en sous-marin, ils complotent avec d'autres tribus pour lutter contre la suprématie des Iroquois. D'autant plus que le territoire des Mohicans, il se réduit de jour en jour au rythme des ventes au profit des colons civils hollandais qui affluent en masse. Ils finissent par perdre complètement la rivière, puis c'est le tour des terres fertiles. Mais ils conservent quand même un rôle, une espèce d'aura politique très importante dans la région, et ils sont souvent désignés comme médiateurs par les colons ou les Iroquois dans les conflits. À tel point qu'en 1660, les Mohawks ils comprennent la gambasse. Ils comprennent que ce réseau politique et diplomatique il grandit beaucoup trop vite. Ils décident alors d'attaquer deux alliés des Mohicans, les Minisink et les New England Indians. L'impact sur les Mohicans il est minime, donc les Mohawks ils leur déclarent carrément la guerre en 1662. Sauf que la situation n'est plus du tout la même. Aussi puissants soient les Mohawks et diminuer les Mohicans, ils n'ont plus vraiment de points névralgiques à frapper. Les Mohicans ils sont disséminés un peu partout sur le territoire et ils peuvent organiser une guérilla efficace contre les Mohawks, dont les groupes de guerriers ils se font littéralement exterminer un peu partout sur le territoire à mesure des incursions. C'est littéralement un enlisement pour les Mohawks qui n'arrivent pas à toucher franchement les Mohicans. En 1664, c'est plus tenable pour les Mohawks qui demandent à signer la paix. Mais la délégation elle est tuée sur le retour. Les Mohicans ils sont entrés dans une espèce de frénésie incontrôlable. Ils attaquent partout où se trouvent des Mohawks. Ils s'en prennent aussi aux fermes des colons qui, ces espèces de fourbes là, ils profitaient de l'absence des hommes pour aller piller les champs de culture des Mohicans. Salopards. En parallèle, en septembre 1664, le pouvoir change de camp. Les Hollandais, ils se rendent aux Anglais. Ils prennent le contrôle de la région. Les Mohawks, ils voient ça comme une opportunité et ils demandent aux Anglais d'imposer la paix à toutes les tribus de l'Hudson River pour que chacune ait accès à sa part de territoire et de ressources. Tous, sauf une, les Mohicans. Et les Anglais, ils acceptent. En 1666, Anglais et Mohawks, ils entrent en guerre contre les Français. Ainsi, les autorités coloniales, c'est les Anglais qui assurent la défense des colonies, ils pressent les Mohicans de signer la paix avec les Mohawks. Sûrement pour éviter le fameux coup de poignard dans le dos, alors que le front, il est ailleurs, Les Mohicans, ils signent, mais ils cassent immédiatement le traité et ils attaquent les villages Mohawks. Alors pire que ça, ils signent la paix avec les Français et ils attaquent conjointement les Mohawks, avec une armée de 300 Mohicans, des Hudson River Indians, des Pocumtuck et des New England Indians menés par le chef Massachusetts. Ils ravagent les villages Mohawks et font le siège plusieurs jours de Caughnawaga, leur village principal. Mais des renforts iroquois brisent le siège et repoussent l'attaque. C'est une nouvelle débâcle. Toute la vallée de l'Hudson sera ensuite ravagée par les Iroquois. Suite à ces événements, plusieurs traités de paix sont signés, puis rompus jusqu'en 1675, date à laquelle la paix semble tenir bon. Les Anglais font tout pour qu'elle tienne, puisque en fait ils ont une peur panique que les Mohicans ils se joignent à la guerre du roi Philippe, qui oppose les Amérindiens Wampanoag et Narragansett aux colons anglais de Nouvelle-Angleterre. Ravagés par les guerres et 3 épidémies, on estime à 800 le nombre total d'Indiens des rivières en 1689. Et en 1690, les Mohicans ils souffrent d'une nouvelle épidémie dévastatrice de variole. La population Mohican déjà très impactée, et les guerres franco-anglaises dans lesquelles ils prennent part de 1691 à 1709 vident littéralement les villages d'hommes, impactant gravement les cycles saisonniers, le commerce et la politique. À cette époque, les maisons longues elles deviennent trop coûteuses en main-d'œuvre, donc elles disparaissent progressivement. Et il reste que les maisons des chefs pour maintenir un semblant de vie cérémonielle. Le métissage est aussi un véritable problème pour le maintien de la vie tribale. Contrairement aux colons britanniques, les civils hollandais, eux, ils acceptent volontiers de prendre des femmes Mohicans. Et ces nombreuses années à vouloir commercer avec les Européens, ils ont créé une sorte de rapport de dépendance économique qui finira par achever la paix et la cohésion sociale des Mohicans. Si on se base sur la fourchette haute de l'estimation que je t'ai donnée dans la première vidéo, en 1600, il y avait environ 5000 Mohicans. 100 ans plus tard, ils ne sont plus que 500. Et ça va continuer à baisser. Les guerres empêchent les familles d'aller chasser dans le nord du territoire. Territoire morcelé et vendu en grande partie aux colons qui détiennent les terres fertiles en bord de rivière qu'ils louent à prix d'or aux Mohicans. Et quand je te dis à prix d'or, ils demandent parfois la moitié de la récolte comme loyer. Quant au reste, les Mohicans ils sont souvent tentés de le vendre contre du rhum pour éteindre le feu de leur tristesse. Fort Orange, depuis renommé en Albany, une petite ville de colons, ne cesse d'augmenter le prix des marchandises à cause des guerres.
Et il faut les comprendre, hein, l'approvisionnement est vraiment difficile à cette époque. Les animaux étant moins abondants et les terrains de chasse moins disponibles, la vente de fourrure, elle rapporte peu aux Mohicans. Ils gagnent moins d'argent et tombent pour beaucoup dans l'ivresse et la famine. C'est une époque terrible, hein, et les frontières en plus sont très mobiles à cause des guerres des Européens, hein, poussant les Indiens pris en feu croisé toujours plus loin dans les terres. En 1698, il ne reste que 300 Mohicans, dont 90 guerriers. Mais le salut pour les Mohicans est peut-être là. En 1738, une mission est créée, Stockbridge, sous l'impulsion de John Sergeant, un Américain originaire des colonies britanniques. Elle a pour mission de rassembler un peu les vestiges de beaucoup de tribus, dont les Mohicans. Stockbridge comporte une église et une école ouverte en langue mohican. Et en 1740, elle compte déjà 120 Amérindiens. Et à la mort du grand sachem mohican Karstar, qui vivait à Mananoke, sur l'Hudson, l'Hudson River, le feu de la nation, donc il s'appelle le feu de la nation, c'est-à-dire la capitale, quittera définitivement l'Hudson River pour Stockbridge. Ah oui, je te parle d'église, c'est parce qu'en fait, à ce moment-là, la majorité des Mohicans, ils se sont convertis au christianisme. Ils ont été témoins des différences de traitement entre les personnes vivant dans les villages indiens et les Indiens vivant dans les missions jésuites françaises. Et ils ont décidé que ça en valait la peine, quoi. Malgré tout, la descente aux enfers, elle continue avec des choix discutables pour les derniers Mohicans qui décident de participer aux guerres contre les Français. Enrôlés dans le commando des Rangers, de Rogers, ils participent à des batailles quand même importantes comme Ticonderoga, l'expédition de Montréal, Lexington, Bunker Hill ou encore White Plains. Il ne reste que 100 Mohicans à Stockbridge, le reste est éparpillé un peu partout, livré complètement à eux-mêmes. La guerre d'indépendance américaine les poussera une fois encore à choisir un camp. Manque de chance, ils choisissent les Anglais. Au total, c'est 5000 Amérindiens, dont 100 Mohicans, qui se placeront sous protectorat anglais à Fort Niagara. Et les Anglais, à la fin de l'histoire, ils perdent. En 1783, les Indiens ils sont dépouillés de leurs terres à Stockbridge. Forcés d'immigrer, ils fondent New Stockbridge, dans le comté d'Oneida. Apprenant de leurs erreurs, ils prospèrent un temps, investissant dans le bétail et dans les matériels agricoles grâce aux 4500 $ par an que leur apporte le traité de Canandaigua. La communauté elle est parfaitement intégrée dans le tissu rural américain. Eux, elle s'apprête tranquillement à être absorbée par les États-Unis. Mais en 1812, la fin de la guerre contre Tecumseh rebat les cartes. Un mouvement anti-indien se propage dans tous les USA, forçant les politiques à prendre la décision radicale d'expulser les premiers peuples vers l'ouest. On en a parlé dans la série sur les Séminoles, qui en ont eux aussi été victimes. Tu connais cet événement sous le nom de la piste des larmes, qui sont en fait des pistes de larmes. De 1818 à 1830, les Mohicans ils vont migrer de comté en comté au fur et à mesure des relocalisations forcées, refondant systématiquement une nouvelle communauté Stockbridge, jusqu'à arriver à Calumet County, dans l'est du lac Winnebago. En 1837, John Quiney, un chef important de la communauté Stockbridge-Munsee, qui est la fusion du groupe Mohican, Delaware-Munsee et d'autres tribus mineures, il rédige une constitution et il abandonne l'hérédité du leadership en faveur de l'élection. Il est élu grand sachem en 1852 et il fera valoir les intérêts de la communauté auprès des États-Unis jusqu'à sa mort en 1855. L'acquisition des terres ménominées scellera dans le marbre la propriété de Stockbridge à son peuple, la tribu Stockbridge-Munsee. En 1966, 380 Amérindiens vivaient dans la communauté Stockbridge, parmi 750 Amérindiens recensés. Finalement, malgré un peuple nombreux, un territoire paradisiaque, il a manqué aux Mohicans une capacité politique à fédérer les tribus voisines et à consolider des alliances intelligentes avec les Européens. Ils n'ont pas non plus été capables de protéger leur mode de vie et leur culture. Les Iroquois, eux, ils ont su faire tout ça. John Reed Swanton, un anthropologue spécialiste des premiers peuples en Amérique, il va encore plus loin, en considérant que le rôle des Mohicans dans le roman de Cooper, Le dernier des Mohicans, est finalement leur seule revendication à la renommée. Moi, je ne suis pas aussi catégorique. Je trouve que c'était une très belle culture, avec un mode de vie pérenne, une excellente cohésion sociale, et un peuple qui a su rester au premier plan pendant des décennies quand même. La monnaie sous forme de wampum avait supplanté les pièces européennes qui étaient difficiles à importer. Et ils ont tenu en échec les Mohawks à plusieurs reprises quand même. Là où ça a merdoyé, je pense, c'est mon humble avis,
c'est au moment des guerres d'expansion, quand il fallait plus de peau de castor. Les Mohicans, ils ont annexé des tribus déjà très diminuées, voire quasiment éteintes. Donc en fait, ils ont profité d'une extension de territoire au détriment de ressources militaires d'appui. Les Mohawks, par exemple, avec d'autres tribus, ils ont créé une fédération. Profiter d'alliances avec les Européens peut-être un peu plus durables, et surtout, ils n'ont pas fait le choix catastrophique comme ont pu le faire les Mohicans dans leur position vis-à-vis des Blancs. On va s'arrêter là, j'espère que ça t'a plu. Pense au petit pouce bleu et aux petits commentaires. Ça aide la chaîne à avancer. Et si tu veux plus de contenu sur les clans et les tribus, abonne-toi et active la cloche. Tu connais la chanson. Merci, je te dis à la prochaine. Ciao.